présentations vont être enregistrées et les supports vidéo et PDF, ils seront mis en ligne sur notre nouveau site internet. Et enfin, une attestation de présence vous sera envoyée par mail en fonction des sessions où vous vous êtes inscrit. Voilà pour ces petits rappels de règles pratiques. Je vous rappelle donc le programme. Aujourd'hui, nous commençons par Cécile Vaugelade, que je remercie chaleureusement. Merci pour votre présence. Donc, Cécile Vaugelade est directeur des affaires technico-réglementaires au SMITEM. Elle nous parlera aujourd'hui du règlement 2017-745 des dispositifs médicaux, avec un petit point sur l'entrée en application de ce nouveau règlement. Demain, nous verrons les bonnes pratiques de la gestion des alarmes avec Hélène Martin, qui est évaluateur de vigilance à l'ANSM. Mercredi, je serai accompagnée de l'ARS pour vous faire un bilan, le bilan 2020, bilan régional des incidents et des EIGS. Jeudi, nous allons voir les bonnes pratiques d'utilisation des contentions mécaniques avec Elisabeth Gaudron, qui est aussi évaluateur à l'ANSM. Et enfin, vendredi 19 novembre, on fera un point sur les bonnes pratiques de perfusion avec le docteur Perrine Drancourt, qui est pharmacien au centre hospitalier de Valenciennes. Donc, n'oubliez pas également de vous inscrire pour les journées régionales qui auront lieu le 7 décembre, qui seront des journées spéciales sur les pompes à perfusion. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je passe la parole donc à Cécile Vaugelade pour cette matinée de présentation. Merci. Bonjour à tous. Donc du coup, je partage ma présentation, Daniela? Oui, je vous donne la main. D'accord. Alors, je vais l'ouvrir et vous allez me dire si vous la voyez bien. Est-ce que c'est OK? Je la vois, il faut juste la mettre en grand écran peut-être. Ouais. Et voilà. Super. Merci beaucoup. OK. Donc bonjour à tous. Donc je vais essayer de vous faire un point général sur effectivement le règlement 2017-745 qui est maintenant entré en vigueur. Donc on va commencer par les principes du marquage CE et le règlement, puisqu'on se trouve dans la réglementation du marquage CE médical. Donc tout d'abord, vous rappelez le parcours du dispositif médical pour sa mise sur le marché. Alors c'est une infographie générale en fait sur toute la vie du dispositif médical, puisque l'évaluation du dispositif médical se fait bien sûr avant la mise sur le marché. On part souvent d'une idée qui est commune au monde médical et à l'ingénierie. On a toute une phase de développement qui a d'ailleurs quelques boucles. On va passer par plusieurs étapes, dont celle des investigations cliniques, des essais cliniques, jusqu'à arriver au bout à la démonstration de conformité par le fabricant. Et cela en s'appuyant sur deux grands piliers, je dirais, le système de management de la qualité et la documentation technique. Donc, une fois que le fabricant a démontré la conformité des exigences pour son produit et un système de management solide pour toujours reproduire des dispositifs médicaux conformes, on a l'étape d'évaluation par les organismes notifiés, qui sont des organismes tiers, qui sont par ailleurs autorisés par les autorités compétentes. Et ensuite, une fois que cette confirmation de conformité est faite par l'organisme notifié, le fabricant peut mettre sur le marché, en marquant CE, son dispositif médical. Tout au long de la vie et de la commercialisation, il y a encore des étapes à franchir, puisque c'est bien une évaluation tout au long de la vie. On va continuer à avoir des évaluations annuelles, notamment par les audits des organismes notifiés qui vont vérifier le maintien du système de management de la qualité. Et puis aussi à la fois des recertifications du système de management de la qualité et de la documentation technique, notamment pour les renouvellements, mais aussi dès lors qu'on a une modification qui impacte le produit. Et puis aussi, à tout moment de la commercialisation, l'autorité compétente peut intervenir pour un certain nombre de contrôles en matière de surveillance après la mise sur le marché.
Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les étapes clés de la mise sur le marché des dispositifs médicaux sont réglementées, depuis la qualification du produit, à savoir est-ce bien un DM, en passant bien sûr par la classification, tout ce qui est exigence applicable, démonstration à l'aide des référentiels, l'évaluation clinique, l'évaluation de la conformité comme on l'a vu par les ON, et ensuite la mise sur le marché, la distribution, tout ce qui est traçabilité, la vigilance, la surveillance après commercialisation. Et ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces étapes sont renforcées par l'entrée en application du règlement 2017-745. Donc justement, si on fait une vue, je dirais, d'ensemble des apports du nouveau règlement, ça conserve le principe du marquage CE médical que je vous ai décrit et qui existait déjà avec les directives. Mais par contre, ce règlement détaille et renforce toutes les exigences pour obtenir ce marquage CE, tous les prérequis pour l'obtenir. Alors, il y a plusieurs grands éléments. D'abord, les organismes notifiés qui ont vu leur cahier des charges renforcé, notamment en ce qui concerne leurs compétences et la démonstration qu'ils doivent faire des compétences qu'ils mettent en œuvre, mais aussi sur les fameux audits inopinés. Et puis, il faut retenir que ces organismes notifiés sont placés sous contrôle européen. Ça veut dire que non seulement il y a l'autorité compétente, comme je vous l'ai dit, nationale, qui intervient, mais il y a aussi deux autres autorités compétentes et la Commission qui interviennent dans la reconnaissance des organismes notifiés au titre du règlement. On a aussi un renforcement de l'évaluation avant la mise sur le marché, notamment avec de nouvelles exigences essentielles, mais aussi de nouvelles procédures. L'évaluation clinique est un des points forts du règlement puisqu'il y a une restriction forte de l'utilisation des données d'équivalence et on a un recours aux investigations cliniques notamment obligatoire pour les implantables. Il y a aussi le renforcement de la surveillance après la mise sur le marché avec le partage d'une base de données européenne des incidents et notamment par exemple d'autres outils comme le résumé périodique de sécurité. Et un point important, c'est la transparence et la traçabilité. Donc, grâce à cette base de données européenne d'AMED, on en reparlera un petit peu, mais aussi grâce à l'identifiant unique du dispositif médical, l'IUD, l'information sur les produits et un certain nombre de nouveaux outils aussi qu'on décrira par la suite. Et puis le dernier point important à retenir, c'est qu'on a une harmonisation européenne renforcée par le fait que ce règlement est un règlement d'application directe, donc il va s'appliquer de la même façon dans tous les pays. Il n'y a pas besoin de transposition nationale, comme c'était le cas dans le cadre des directives, ce qui permet d'harmoniser encore plus le niveau au niveau européen. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur la période dite de grâce, puisqu'on est rentré en plein dans cette période depuis la mise en application en mai 2021. Et cette période est importante puisque elle va permettre finalement petit à petit de faire entrer tous les dispositifs dans le cadre du règlement, y compris ceux qui étaient déjà reconnus, déjà marqués CE au titre des directives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? Ça veut dire que depuis le 26 mai 2021, tous les dispositifs de classe 1 au titre du règlement doivent déjà être conformes, puisqu'on ne peut plus mettre sur le marché des dispositifs conformes aux directives pour les dispositifs de classe 1. Il faut tous qu'ils soient conformes au règlement. Par contre, tous les autres dispositifs est classé au titre du règlement comme un stérile, un fonction de mesurage, un instrument de chirurgie réutilisable, les 2A, les 2B ou les 3, s'ils étaient déjà certifiés au titre des directives, peuvent continuer à l'être pendant cette période de grâce, au plus tard jusqu'au 25 mai 2024, sous un certain nombre de conditions, et on va pouvoir s'y arrêter un petit peu. Bien sûr, tous les nouveaux produits, par contre, de toutes ces classes-là, doivent être conformes, là aussi, depuis le 26 mai 2021. Donc, je vous disais qu'il y avait un certain nombre de conditions particulières pour pouvoir profiter de cette période de grâce. Et là, on va rediviser les produits en deux catégories différentes. Ceux qui étaient de classe 1 selon les directives et qui deviennent donc de classe soit 1S, 1M, 2A, 2B ou 3 selon le règlement. Dans ce cadre, si ils veulent profiter de la période de grâce, il faut bien sûr qu'ils aient eu une déclaration de conformité conforme avant le 26 mai 2021.
Il faut donc, comme je vous l'expliquais, qu'il change de classe et donc qu'il voit passer un ON à partir du règlement. Pour les autres, il faut que le certificat de conformité soit en cours de validité. Donc, ça veut dire que pour tous ceux qui étaient de classe 1S, 1M, 2A, 2B3 ou des MIA selon les directives, la fin de la période de grâce, c'est bien la fin de validité de leur certificat au titre des directives. Et il faut quant à eux qu'ils aient conclu un contrat avec leur organisme notifié, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments que vous retrouvez là, qui sont applicables depuis le 26 mai 2021, même pour les dispositifs mis sur le marché au titre des directives. Ces éléments, ce sont l'enregistrement des opérateurs, la surveillance après commercialisation et la vigilance. La surveillance du marché, c'est que les autorités compétentes peuvent appliquer les nouvelles règles de surveillance du marché depuis le 26 mai 2021. Une autre des conditions, c'est qu'il n'y ait aucun changement significatif dans la conception ni la finalité. Donc, pour que ces produits restent sur le marché au titre des directives, donc au plus tard jusqu'au 26 mai 2024, il faut qu'il n'y ait aucun changement dans la finalité. Donc, évidemment, sinon, c'est un nouveau marquage CE hein, si on change d'indication, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait de changement significatif dans la conception. Donc, tous ces éléments sont décrits dans un guide MDCG spécifique hein, pour savoir ce qu'est un changement significatif dans la conception. Donc, vous comprenez que tous les dispositifs médicaux qui continuent à être mis sur le marché au titre des directives, jusqu'au plus tard au 26 mai 2024, doivent continuer bien sûr à être conformes à la directive et appliquer un certain nombre des nouvelles règles en matière notamment de surveillance après commercialisation. En ce qui concerne maintenant le circuit de distribution, je dirais, puisque qu'est-ce qui va se passer après le 26 mai 2024? Vous l'avez compris, tous les produits là qui seront mis sur le marché, que ce soit des nouveaux ou que ce soit des anciens qui aient été certifiés au titre des directives, devront être conformes au règlement. Et par contre, les produits qui étaient déjà dans les circuits de distribution, auront un an de plus pour finir quelque part leur vie, je dirais, et à être écoulés pour atteindre les utilisateurs, puisqu'ils auront jusqu'au 26 mai 2025. Après le 26 mai 2025, tous les produits conformes à la directive qui n'auront pas atteint l'utilisateur final devront être retirés des circuits de distribution. Ce sera le cas aussi pour des dispositifs médicaux conformes au titre des directives qui n'auraient pas été mis en service chez l'utilisateur avant le 26 mai 2025. Donc tout ce qui est équipement notamment et qui demande une mise en service, il faudra bien qu'ils aient été mis en service avant le 26 mai 2025 pour continuer à être utilisés. Par contre, tous les produits consommables qui auront atteint l'hôpital avant le 26 mai 2025 pourront continuer à être utilisés, bien entendu, jusqu'à la fin de leur date de péremption et notamment au regard, par exemple, de leur stérilité. Donc, si on se penche sur les cas pratiques, qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence cette période de grâce? C'est que à l'hôpital, vous allez avoir la coexistence pour un même type de DM de produits conformes aux directives et de produits conformes au règlement en même temps, en fonction justement de ce passage échelonné dans le temps des produits qui étaient conformes aux directives et qui devront l'être au titre du règlement. Ça n'a pas d'impact pour leur utilisation. Et vous comprenez que cette période, elle est importante puisque le système ne permet pas à tous les produits, y compris les anciens, de passer en même temps au règlement. Et donc, il ne faut pas que vous exigiez dès à présent des produits uniquement conformes au règlement parce que sinon, ça va bloquer le système et pendant un moment, vous aurez des transitions régulières de produits des directives au règlement. Qu'est-ce que ça impacte puisque on a vu que il y avait de nouvelles exigences, notamment il va y avoir des nouveaux étiquetages avec des informations supplémentaires. Et puis, on peut imaginer que dans cette transition de la directive au règlement, ça puisse impliquer pour certains produits quelques modifications de conception qui sont liées aux nouvelles exigences du règlement.
Donc, je vous l'ai dit, après le 26 mai 2025, vous pourrez utiliser au sein des établissements de santé les DM qui sont conformes aux directives, s'ils étaient déjà en stock ou en dépôt avant le 26 mai 2025, et bien sûr, s'ils sont directement utilisables. Donc, pour les consommables, par exemple stériles, il faut bien sûr que la date d'opération soit valide et qu'il n'y ait pas de mise en service à réaliser. Qui se passe, c'est que de toute façon, la conformité des DM au référentiel, que ce soit directive ou règlement, elle doit être vérifiée par les opérateurs économiques qui vous fournissent. Donc normalement, vous n'avez pas à vérifier, à part évidemment que le certificat soit fourni et soit valide, si vous avez un produit au titre des directives ou du règlement. Il va falloir vous habituer à de nouveaux documents, puisque les déclarations de conformité et les certificats au titre du règlement vont avoir des formes un petit peu différentes des déclarations et certificats au titre des directives, mais plutôt plus fournies et plus complètes qu'avant. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est de ne pas générer des risques supplémentaires de rupture en exigeant à partir de maintenant uniquement des dispositifs règlements, puisque les dispositifs MDD qui profitent quelque part de la période de grâce peuvent continuer à être utilisés en toute sécurité. Alors, si on illustre les évolutions au titre du règlement, et on a essayé de le voir à travers plusieurs filtres, celui des patients, celui des professionnels de santé et pour les entreprises aussi. On va regarder ça étape par étape et on va commencer par la partie qualification du produit de santé et classification du dispositif. Donc, quels sont les produits impactés par le nouveau règlement? Eh bien, vous l'avez compris, c'est tous. Même les DM de faible classe de risque, donc de classe 1, on l'a vu tout à l'heure. Même les dispositifs mis sur le marché depuis longtemps, puisque je vous l'ai expliqué, tous devront repasser avant le 26 mai 2024 sous conformité règlement. Même les produits sur mesure et même les produits en investigation clinique. Donc, le point important, c'est bien que les produits déjà commercialisés devront être en conformité. Et ça, c'est un point qui est important puisque ce n'est pas toujours le cas quand les réglementations évoluent. Ça peut être pour les nouveaux produits. Là, tous les produits repasseront par les fourches coding du règlement. Et par ailleurs, on a une application à de nouveaux produits. Le champ du règlement est un peu plus développé que celui des directives, mais on va le voir aussi avec là aussi des exclusions plus précises qu'avant. Donc, sur le sujet du statut du dispositif médical, je viens de vous le dire, il y a des exclusions, et notamment, pour l'illustrer, on peut parler des produits qui contiennent des substances ou organismes biologiques, comme les probiotiques. Un certain nombre étaient classés en DM et ne peuvent plus l'être, puisque c'est une exclusion maintenant bien décrite dans le règlement. Et puis, on a de nouveaux produits, et notamment les produits à visée non médicale, alors qui vont moins vous intéresser dans les établissements si on parle de lentilles non correctrices, juste pour changer la couleur des yeux, ou si on parle des appareils de lipolyse, mais certains implants, comme par exemple les implants utilisés en esthétique, les implants mammaires, mais il y en a d'autres utilisés en esthétique, eux étaient marqués CE au titre des directives, mais je dirais peut-être par abus, puisqu'ils n'avaient pas de but médical, mais maintenant, ceux-là sont très très bien encadrés et doivent répondre à des exigences spécifiques. En ce qui concerne les classifications, on a un certain nombre de reclassifications et elles sont toutes à la hausse. On n'a pas de dispositif qui baisse de classe vraiment à une ou deux exceptions près. Donc, on peut parler là aussi, pour l'illustrer, par exemple, des logiciels. La plupart des logiciels étaient plutôt de classe 1 ou 2A sous les directives et maintenant pourront aller jusqu'à la classe 3 en fonction finalement de l'implication du résultat de ce logiciel dans la prise en charge du patient. Certains implants, là aussi, vont passer par exemple de classe 2B à classe 3. C'est tout ce qui concerne le rachis ou l'ensemble des prothèses articulaires. En 2005, on avait déjà eu les prothèses hanches, épaules, genoux qui étaient passées de classe 2B à classe 3. Là, toutes les prothèses, y compris par exemple les prothèses de cheville, passent en classe 3.
Et puis un autre exemple, c'est les dispositifs en circuit fermé, les défibrillateurs externes ou le pancréas artificiel, eux, seront d'office en classe 3. Donc plutôt des classifications à la hausse. En ce qui concerne le chapitre suivant, qui est celui des exigences applicables et de l'évaluation clinique avant et après commercialisation, pardon, ça implique une révision complète pour tous les produits des documentations techniques qui sont mises en œuvre par les fabricants. Pourquoi? Eh bien, parce que il va falloir démontrer la conformité aux nouvelles exigences. Donc, ça implique que les fabricants vont devoir évidemment identifier tous les produits, mais surtout à quelle documentation technique ils sont reliés. Pour revoir l'intégralité de ces documentations, ce qui les conduit à redéfinir des périmètres et hiérarchiser, puisqu'ils ont un temps jusqu'en 2024 pour passer tous les produits au règlement, en parallèle de passer d'ailleurs leurs nouveaux produits. Donc, ça les conduit à hiérarchiser et à regrouper les produits pour être le plus efficace possible. Ils sont contraints, bien sûr, de rebalayer l'ensemble des nouvelles exigences. Et je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de précisions, mais il y a aussi des ajouts et des durcissements en matière d'exigences de démonstration de conformité. Et non seulement les exigences elles-mêmes peuvent être durcies, mais d'une façon générale, on a une augmentation du niveau de démonstration que doit produire le fabricant. Et ça, c'est un des gros points, je dirais, d'énergie que doivent mettre tous les fabricants pour ajouter certains essais ou certaines justifications pour arriver à démontrer la conformité. Et puis, un des points importants à retenir, c'est bien sûr le focus sur l'évaluation clinique, puisque, je vous l'ai dit, il y a un recours extrêmement restreint à la démonstration de l'équivalence, qui permet d'utiliser les données d'un dispositif qu'on considère comme équivalent. Donc, ça va générer plutôt de nouvelles investigations cliniques. Donc, les fabricants, bien sûr, doivent mettre en œuvre tous les moyens pour arriver à répondre de façon précise à toutes ces exigences. Donc, ça génère des essais, des études, des justifications et bien sûr une mise à jour de chaque documentation. Ce que ça implique, c'est qu'on a une rationalisation des gammes par les fabricants et je sais que vous y êtes déjà confrontés pour un certain nombre d'entre vous. Parce que l'effort à fournir pour mettre à jour toutes ces documentations techniques qui se fait sur un temps malgré tout restreint et pour certains fabricants sur des larges gammes de produits, les conduit à ne conserver que ceux qui ont encore une durée de vie importante, puisque pour des produits qui arrivaient en fin de vie, l'effort à fournir n'est pas soutenable économiquement pour une mise à jour au titre du règlement. L'étape d'après, on l'a vu, c'est celle de l'évaluation de la conformité par l'organisme notifié. Et donc, on en arrive aux procédures d'évaluation qui, elles aussi, ont été renforcées. Pardon, excusez-moi. Donc, pour la classe 1, on reste comme avant dans un système d'auto-certification par le fabricant. Mais pour toutes les classes supérieures, on aura toujours un audit du système de management de la qualité par l'organisme notifié. Et suivant la classe, une évaluation de la documentation technique, soit sur la base d'un échantillonnage, soit de façon systématique pour chaque documentation technique. Et là aussi, c'est un point important, c'est que cette évaluation, pour passer en conformité au règlement, elle équivaut à une évaluation initiale. On n'est pas sur un renouvellement, comme on pouvait avoir dans la vie habituelle des dispositifs médicaux. C'est comme si on repartait de zéro. Et pour tous ces dispositifs qui étaient mis sur le marché depuis longtemps, il faut une évaluation initiale et complète de la documentation technique. Vous voyez aussi que pour certains dispositifs particuliers, on va avoir des procédures supplémentaires
Par exemple, pour les classes 3 implantables ou 2B destinés à administrer des substances, on aura le recours à un panel d'experts européens. Les organismes notifiés feront leur travail, mais soumettront leur évaluation clinique à un panel d'experts européens. Et puis, pour tous les dispositifs qui contiennent des substances, un médicament, un produit d'origine animale rendu non viable ou d'origine humaine rendu non viable, on a aussi l'intervention des autorités compétentes. Donc en matière de substances, médicaments, origine animale, origine humaine, qui interviennent aussi dans le processus. Donc ça augmente, je dirais, les durées d'évaluation. Dans ce cadre, vous l'avez compris, il faut que tous les organismes notifiés soient d'abord reconnus au titre du règlement avant de pouvoir certifier les produits et les fabricants. Et c'est un des sujets compliqués de ce règlement, puisque à date, on a uniquement 24 organismes notifiés qui sont reconnus au titre du règlement, là où on en avait entre 50 et 60 au titre des directives. Donc la question qui se pose vraiment, c'est est-ce que le capacitaire total se maintiendra et même augmentera, puisqu'il faut savoir que les évaluations au titre du règlement prennent plus de temps qu'au titre des directives. Vous l'avez vu, la documentation technique, même si elle est vue par échantillonnage, elle est vue de façon complète. Et on a plus de produits et d'acteurs qui sont concernés, puisqu'il y a certaines procédures que je n'ai pas citées là, mais notamment quand un distributeur revoit les informations de la notice, par exemple, pour les traduire dans la langue du pays dans lequel il distribue, ou refait des conditionnements dans des quantités différentes de celles du fabricant, il faudra qu'il soit certifié au titre du règlement par les organismes notifiés. Et donc, ça augmente le travail des organismes notifiés. Donc, on voit bien que finalement, même si les fabricants sont prêts, il faut qu'ils trouvent des organismes notifiés qui ont la capacité de revoir leur dossier. Et on est en plein dans ce sujet et il y a quand même déjà de l'engorgement. Donc, la question de est-ce que le 26 mai 2024 est une date atteignable pour la revue de l'intégralité des dispositifs certifiés sous la directive est une question qui se pose. Alors, l'étape d'après, c'est celle de la mise sur le marché et notamment de la distribution. Le règlement a vraiment précisé toutes les obligations applicables aux différents acteurs économiques, opérateurs économiques. Et ils ont un certain nombre d'obligations qui sont liées à la vérification qu'un identifiant unique a été donné. Ils doivent vérifier que, bien sûr, les conditions de transport et de stockage ont bien été suivies, que l'information est disponible. Ils doivent garder trace de tout ce qu'ils ont reçu et vendu. Et ils doivent notamment faire des notifications s'ils sont au courant d'un incident, par exemple, de vigilance. Le règlement est très très clair sur toutes les obligations et le SNITEM a mis au point une série de livrets qui synthétisent les obligations de chacun des acteurs. Le fabricant évidemment, mais aussi le mandataire, l'importateur, le distributeur. La personne visée à l'article 22, ce sont les personnes qui font de l'assemblage de dispositifs déjà marqués CE. Et puis, la personne chargée de veiller au respect de la réglementation. Le fabricant et le mandataire doivent disposer de ces personnes qui seront les interlocuteurs, je dirais, attitrés pour toutes les questions de conformité. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver un peu plus d'informations dans ces livrets qui sont accessibles sur notre site Internet. L'étape d'après, c'est celle de la transparence et de la traçabilité. Donc là, on va s'y arrêter un petit moment puisque ce sont des sujets qui vont vous intéresser directement. Donc déjà, vous présentez la base de données EUDAMED, qui est une base de données qui est composée de 7 modules. Non, 2, 4, oui, 6, 7, excuse-moi, 7 modules. Alors, 7 modules, dont un qui est transversal et qui est celui de la base de données de l'IUD et qui est quelque part à la fois la clé d'introduction, c'est-à-dire que le fabricant, quand il va enregistrer dans la base de données de dispositif tous les DM qu'il met à disposition sur le marché, il pourra le faire grâce à l'IUD ID de base. Et après, comme cette base est publique,
Et vous aurez, en tout cas semi-public, hein, parce que tous les modules ne seront pas complètement transparents pour le public, mais vous avez l'adresse ici. Vous pourrez rechercher de l'information grâce à une clé d'accès qui sera l'IUD-ID. Donc, sur les modules, on a celui des opérateurs économiques. Donc, les fabricants, les mandataires, les importateurs doivent s'enregistrer dans cette base de données. Les fabricants doivent enregistrer tous les dispositifs médicaux qu'ils mettent sur le marché européen, à l'exception des DM sur mesure, en précisant bien sur quel marché, sur quel territoire ils mettent ces produits. Donc, si c'est en France, ils diront que c'est en France, plus les autres pays. Et puis, pour les implants et les classes 3, on retrouvera, grâce à cette base de données EUDAMED, le résumé de caractéristiques de sécurité et de performance. On en reparlera un peu après. Les organismes notifiés, eux, rempliront ce module et notamment y intégreront les certificats délivrés. Donc, à chaque fois que vous aurez un dispositif médical, il sera associé à son certificat, mais ils indiqueront aussi les certificats suspendus, retirés ou refusés. Et comme c'est eux qui vérifient le résumé de caractéristiques, il y aura un lien pour vérifier que celui qui a été mis est bien celui qui a été vérifié par l'ON. On aura ensuite une base de données vigilance où on retrouvera toute l'information des incidents de vigilance, les informations de sécurité, les rapports d'investigation des causes de l'incident et les mesures correctives, les rapports de tendance, les rapports périodiques de sécurité et les rapports de synthèse. Donc, dans cette partie notamment, vous aurez accès à un certain nombre d'informations, notamment quand les incidents seront gérés et vous aurez accès à tous les rapports. Il y a un module qui est plutôt réservé à la Commission européenne et aux autorités compétentes puisque c'est la partie surveillance du marché et donc les mesures prises par les États membres à l'encontre des dispositifs non conformes, notamment. Et puis, dernier module, celui des investigations cliniques. Donc, ce sont les promoteurs des essais cliniques, bien sûr, qui viendront renseigner ce module. Et vous y trouverez à la fin un rapport et un résumé de l'investigation clinique. Alors, je vais vous parler de l'identifiant unique, l'IUD. Il a plusieurs utilisations. Alors déjà, quand on parle d'IUD, on parle de quoi? On parle du système IUD, puisqu'il est composé de plusieurs éléments. Ce qui va vous intéresser, vous, c'est celui-là, c'est l'IUD, qui est constitué de l'IUD-ID plus de l'IUD-IP. Donc l'IUD-ID, quelque part, c'est le modèle du dispositif, et l'IUD-IP, c'est la façon de contrôler son unité de production. Donc par exemple, le numéro de lot. Et sur les produits, vous trouverez, sur l'étiquette des produits, vous trouverez tout cet ensemble, l'IUD-UD plus l'IUD-IP. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que il y aura un IUD par conditionnement. Donc, la boîte de 10 unités aura un IUD différent de la boîte de 2 qui aura un IUD différent du dispositif lui-même, ce qui permettra d'avoir une vision claire des conditionnements. Il n'y aura pas d'IUD sur le conteneur de transport. Sur la carte d'implant, on retrouvera l'IUD de la même façon, IUD-ID plus IUD-IP, puisque c'est important de savoir avec quel lot éventuellement ou quelle série, quel numéro de série le patient a été implanté. On retrouvera aussi cet IUD complet sur les mesures correctives, et enfin d'abord sur les signalements d'incidents graves et sur les mesures correctives, là aussi pour savoir exactement non seulement de quel DM on parle, mais de quel niveau de production on parle aussi. Et puis, il y a une notion supplémentaire qui est l'IUD-ID de base, mais qui est un usage uniquement réglementaire. Donc, on retrouvera plutôt dans la documentation technique des fabricants et dans la déclaration de conformité. Donc, ça n'est pas un élément qui vous intéressera, vous, directement, mais comme je vous l'ai dit, c'est celui qui permettra aux fabricants d'enregistrer les produits dans EUDAMED. Et on attache plusieurs IUD sous un IUD-ID de base, mais un IUD-ID ne peut pas avoir plusieurs IUD-ID de base. Donc ça, quelque part, c'est vraiment la racine réglementaire, c'est le chapeau réglementaire qui permet de raccrocher des gammes de dispositifs.
Alors, on va parler maintenant de la carte d'implant, puisque c'est là aussi un élément qui peut vous intéresser. Donc, cette carte d'implant, elle sera fournie par les fabricants pour tous les DM implantables, à l'exclusion d'une liste exhaustive qui est précisée dans le règlement. C'est une carte vraiment qui est destinée aux patients, dans laquelle on retrouvera le nom du dispositif, le numéro de lot de série et le fameux IUD complet, le nom, l'adresse du fabricant et un URL du site internet qui permettra de récupérer de l'information supplémentaire, notamment les précautions d'emploi qui doivent être connues du patient, la durée de vie du produit et le suivi qui est prévu, tout ce qui est information sur la sécurité d'utilisation du dispositif et les matériaux et substances à la fois en quantitatif et en qualitatif auxquels le patient peut être exposé avec cet implant. Il restera bien sûr à l'établissement de santé de remplir l'identité du patient avant de remettre cette carte au patient en sortie. Les éléments importants de cette carte et notamment l'IUD seront aussi sans doute à renseigner dans le dossier, le DPI. Alors là, tout d'un coup, le DP, c'est le dossier pharmaceutique, et puis il y a le dossier informatique personnalisé, donc c'est celui-là dont je parle, et ces infos communiqueront. Alors, je vais vous parler du résumé des performances techniques et cliniques. C'est un résumé qui sera mis en œuvre pour tous les classes 3 et les implantables, sauf les produits en investigation et les produits sur mesure, et qui sera mis à disposition via EUDAMED. Il aura été validé par l'organisme notifié. Sur l'étiquetage, on retrouvera justement le lien qui permettra d'aller le consulter dans EUDAMED. Et ce résumé contiendra un certain nombre d'informations, l'identification du dispositif, sa ou ses destinations, contre-indication, population cible, une description assez précise puisque vous voyez qu'il y a un certain nombre de renseignements qui seront associés, les alternatives thérapeutiques, la référence aux normes et aux spécifications communes, qui sont un nouvel outil du règlement aussi, qui seront mis en œuvre quand les normes européennes harmonisées n'existent pas. Un résumé de l'évaluation clinique et du suivi clinique après commercialisation, post-market clinical follow-up. Le profil des utilisateurs et surtout s'il y a une formation qui est attendue pour pouvoir utiliser le DM, les risques résiduels et un certain nombre d'autres informations. Donc ça vous donnera une vision, je dirais, rapide et condensée de toute l'information indispensable à l'utilisation des classes 3 et implantables. Pour finir, on va parler de la dernière partie qui est la vigilance et la surveillance après commercialisation. Donc ça, c'était quand même des parties qui étaient déjà bien développées au niveau des directives. Mais je dirais que le règlement harmonise la façon de gérer ces sujets et donne surtout des formats qui ne sont pas encore complètement disponibles, on va le voir. Des formats harmonisés et il y a aussi eu une évolution dans les délais. Donc, vous l'avez compris, je vous l'ai dit au début, ces obligations sont applicables depuis le 26 mai 2021 et ça pour tous les produits, y compris ceux qui sont mis sur le marché au titre des directives. Toute la vigilance est traitée de la même façon. Les délais de notification ont été raccourcis et les process ont été optimisés et harmonisés. C'est ce que je vous disais, pour essayer d'être le plus efficace et efficient possible. Grâce à la base de données EUDAMED et quelque part à l'IUD, on a une optimisation du système puisque toute l'information est partagée au niveau européen en temps réel quand la base sera accessible, ce qui n'est pas encore le cas pour ce module-là. On a une perte d'ambiguïté puisque avec l'IUD et l'identifiant unique, on sait effectivement de quel dispositif on parle. Et on a un module qui est dédié dans la base de données EUDAMED.
Un des nouveaux outils qui sera aussi très utile, c'est le rapport périodique actualisé de sécurité que tous les fabricants doivent mettre en œuvre à partir de la classe 2A. Donc là encore, ce rapport périodique, on en attend le format définitif, mais il rassemble tout un tas d'informations. Il est à mettre à jour par les fabricants à des fréquences plus courtes quand on augmente en classe de risque. Et ça tient compte des volumes de vente, de tous les retours des évaluations cliniques après commercialisation, de toutes les réclamations, de tous les incidents. Et c'est un rapport qui peut être mis à jour annuellement pour les plus hautes classes de risque. Voilà, donc j'en arrive au bout. Vous rappelez aussi qu'il y a un certain nombre de supports du SNITEM qui sont accessibles pour vous directement. Déjà sur notre site internet qui s'est refait, je dirais, une petite beauté cette année, vous retrouvez tous les éléments assez globaux sur le marquage CE, avec à la fois des vidéos, un dossier de presse qui explique toutes les avancées du règlement et puis les infographies dont je vous ai parlé. Mais vous avez aussi un guide sur l'application du règlement relatif au DM à destination des établissements de santé. Donc ça, c'est un travail qui a été fait en partenariat avec Euroformat et qui a été mis à jour en fonction des dernières avancées, et qui se présente sous la forme d'une foire aux questions avec des cas pratiques et qui essaye de relister tous les éléments dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est-à-dire la période de grâce, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça signifie, la gestion des stocks, qu'est-ce que vous retrouvez en termes d'informations relatives au dispositif, tout ce qui est vigilance, etc., etc. Donc, c'est un guide qui est assez dense, hein. Je sais qu'il fait plusieurs pages, mais que ça vous permet, à mon avis, de retrouver un certain nombre des infos quand vous hésitez sur certaines interprétations. Voilà, je suis arrivée au bout et on avait prévu un temps, j'espère, suffisant pour répondre à vos éventuelles questions. Merci beaucoup Cécile Vaugelade pour cette présentation qui était très complète et très claire. J'espère que ça a pu apporter un petit peu à notre réseau régional des éclaircissements sur ce nouveau règlement. Donc moi je me permets de regarder donc au niveau des messages, on a eu une question. Alors quelqu'un nous demande quel est l'impact pour la tierce maintenance? Alors, attendez, j'essaie juste de sortir du mode dans lequel je suis pour vous retrouver. Voilà, pardon. Alors, pour la tierce maintenance, il n'y a pas d'impact. Enfin, il n'y a pas d'impact. Ce qui est précisé dans le règlement, c'est qu'un fabricant doit donner toutes les informations nécessaires à la maintenance si son dispositif doit en faire l'objet, qu'elle soit préventive ou curative. Donc, le fabricant doit donner tous les éléments. Il n'y a pas d'autres obligations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation sur quel est l'opérateur qui va conduire la maintenance. On peut imaginer d'ailleurs que les compétences soient possibles en interne dans certains établissements et avec les informations fournies par le fabricant puissent être faites en interne ou par le fabricant lui-même, ou bien par un tiers mainteneur, mais bien sûr qui doit appliquer toutes les préconisations du fabricant pour faire la maintenance du dispositif. Très bien. Très bien, c'est clair, merci. Est-ce que c'est clair pour celle qui a posé la question? Ça vous convient, c'est bien? N'hésitez pas du coup à interagir si vous avez le micro. Mais c'est surtout aussi pour les pièces détachées. Est-ce que les équivalents, les pièces équivalentes c'est plus dur d'utiliser des pièces équivalentes qu'avant, ce genre de choses? Alors, effectivement, il y a un article spécifique dans le cadre du règlement qui s'applique à ce qu'ils ont appelé les parties et composants. Hein.
Donc, dès lors qu'une partie ou un composant va modifier les fonctionnalités du dispositif, là, on sera sur des composants qui doivent eux-mêmes être marqués CE. Par contre, quand on est vraiment dans je dirais, la maintenance classique et la partie ou composant qui vient juste remplacer, sans modifier du tout aucune des spécifications du dispositif, il y a l'obligation pour les personnes qui fournissent ces pièces, bien sûr, d'avoir la démonstration qu'elles correspondent exactement à l'attendu et elles doivent tenir cette information à destination de l'autorité compétente, notamment. Donc, il y a des choses qui ont été précisées, effectivement, pour éviter qu'il y ait des dérives là-dedans. Donc, c'est l'article 23, si ça vous intéresse. Très bien, c'est noté. Merci. Merci. Ensuite, on a une deuxième question. Alors, pour la carte d'emploi, est-ce que les pics et les midlines vont être bien concernés par l'obligation? Alors là, il va falloir me faire un peu de traduction parce que je ne sais pas ce que sont les pics et les midlines. Alors, donc c'est une question de médic, donc c'est tout ce qui est au niveau des perfusions. Donc, est-ce qu'on a déjà une liste exhaustive de ce qui doit faire partie de, vous l'avez dit, hein, qu'il y a une liste. Mais alors, en fait, oui, voilà, donc je reprends. Alors moi, comme vous me voyez feuilleter, c'est parce que je reprends toujours à la base. Et donc, ce que dit le règlement, c'est que le fabricant d'un dispositif implantable joint au dispositif les éléments suivants. Donc, normalement, la carte d'implant, elle est pour tout dispositif implantable. Et par contre, ce qu'il y a actuellement, c'est qu'il y a une liste qui est une liste positive, mais d'exclusion. Hein. Donc, c'est les implants, sauf les sutures, les agrafes, les produits d'obturation dentaire, les appareils orthodontiques, les couronnes dentaires, les vis, les cales, les plaques, les guides, les broches, les clips et les dispositifs de connexion. Donc, du coup, en perfusion, ces pics et ces midlines, voilà, c'est des cathéters veineux centrales, parce que c'est encore une fois, c'est quelque chose, enfin moi aussi personnellement, jusqu'à présent, je trouvais que c'était pas assez clair dans les étiquetages et même dans les sites internet pour trouver la classe du dispositif médical. Donc avec le nouveau règlement, ça va changer, les étiquetages, tout ça, ça va changer. Mais par exemple, pour ce genre de dispositifs qui sont des cathéters veineux centraux, en fonction Alors, de la... en fait, le problème, c'est que ce n'est pas qu'une question de classe, puisque là, on est sur la notion d'implantable. Oui. Donc, en fait, il faut revenir à la définition de l'implantable. Et donc, un dispositif implantable, c'est tout dispositif, y compris ceux qui sont absorbés en partie ou en totalité, destiné à être introduit intégralement dans le corps humain ou à remplacer une surface épithéliale ou surface de l'œil par une intervention clinique et à demeurer en place après l'intervention. Il est également réputé être un dispositif implantable, tout dispositif destiné à être introduit partiellement dans le corps humain par une intervention clinique, donc ça n'a pas besoin d'être chirurgical, et à demeurer en place après l'intervention pendant une période d'au moins 30 jours. Voilà. Donc c'est là où moi je ne maîtrise pas suffisamment les pics et les midlines, mais on pourra peut-être regarder ça d'un peu plus près, mais il faut vraiment se rapporter du coup à la définition de l'implantable. Voilà. Et donc, c'est pour tout ce qui n'est pas implantable, je dirais classique, implant, prothèse, il faut que ça reste en place après l'intervention pendant une période d'au moins 30 jours. La définition, donc oui. Donc, selon ces définitions-là, normalement, ces dispositifs-là, ils vont bien être concernés par la carte d'emploi. Voilà. Oui, les stérilés sont des dispositifs implantables. Oui, voilà, les stérilés sont bien des dispositifs implantables. Mais de mémoire, ils avaient déjà des cartes d'implant. Alors, il faut dire aussi qu'en France, on était un des pays qui avait quand même mis en place la traçabilité de façon plus avancée que certains autres pays européens. Et finalement, le règlement, il officialise au niveau européen des choses qui avaient quand même largement été mises en place en France, avec là une obligation que ça soit fait de la même façon partout.
Voilà. Et donc, l'obligation aussi pour sensibiliser les professionnels de santé aussi à fournir ces cartes d'implant-là. Exactement. Donc là, il y a un autre, enfin, il y a les en fait, ce qui est aussi nouveau dans ce règlement, c'est que il y a des obligations à travers le règlement qui s'appliquent directement aux établissements de santé ou aux professionnels de santé, ce qui n'était pas le cas dans les directives. Et au titre du règlement, les établissements ont l'obligation de remettre cette carte d'implant qui est fournie par le fabricant, mais ont aussi une obligation de faire de la traçabilité. Là, pour le coup, c'est pour... Alors, pareil, je vérifie parce que de temps en temps, je me trompe sur les classes. Donc, les établissements de santé enregistrent et conservent, de préférence par des moyens électroniques, l'IUD des dispositifs qui sont fournis ou qu'on leur a fournis si ces dispositifs font partie des dispositifs implantables de classe 3. Ce que dit aussi le règlement, c'est que les États membres peuvent modifier ce périmètre. Et là, on attend toujours la position de la France. Et on pense qu'elle va aller au-delà des implantables de classe 3 pour viser tous les implantables et pas uniquement ceux de classe 3 comme c'est prévu dans le règlement. De la même façon, les États membres peuvent ouvrir ces obligations en dehors des établissements de santé à certains professionnels, et on pense par exemple au stérilet. Donc il est possible aussi que la France, là, définisse un périmètre un peu différent, voire même aille au-delà de l'implantable, hein, et puisse définir d'autres catégories de dispositifs médicaux dont il est obligatoire pour les établissements de tracer, de préférence par des moyens électroniques. Mais ça, on attend toujours la position de la France sur ce sujet. Bon, ce qui est quasi sûr, hein, c'est qu'il y aura au moins tous les implantables, comme c'est le cas quelque part actuellement. Oui. Très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez. Moi, je profite en tout cas d'être avec Madame Vaugelas d'aujourd'hui pour aussi vous sensibiliser à ce que quand vous avez une matériovigilance, pensez à bien sensibiliser les professionnels de santé à conserver le dispositif médical. C'est indispensable pour l'analyse du fabricant derrière. Donc, pensez bien, quand vous faites vos matériovigilances, à bien conserver les dispositifs et à bien les renvoyer au fabricant pour qu'ils puissent avoir une expertise derrière. Voilà, c'était mon petit mot de sensibilisation aussi vis-à-vis des fabricants qui ont l'obligation, avec ce nouveau règlement, de pouvoir aussi expertiser et vous rendre des analyses. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, ce que j'aimerais vous proposer pour les 4-5 dernières petites minutes qui restent, c'est que je vais vous envoyer, si vous le voyez sur la petite messagerie, un lien. Donc, c'est un lien qui va vers un formulaire de satisfaction globale sur ces journées. Il y a 5 petites questions, donc ça devrait aller assez vite pour vous pour répondre. Je vous remercie de pouvoir le répondre. Ah, bah, j'ai des questions qui arrivent en même temps, donc il n'y a pas de souci. Je vous laisse le formulaire pour que vous puissiez le faire tout de suite. Ça me permettra aussi de pouvoir tracer les personnes qui étaient connectées par téléphone, donc avec vos noms et prénoms. Et puis, on peut continuer à poser et à échanger. Donc là, j'ai encore une question. Est-ce que la carte d'implant sera obligatoire à partir de quelle date? Elle est obligatoire? Alors, en fait, elle est obligatoire déjà maintenant, depuis le 26 mai 2021, pour tous les dispositifs médicaux conformes au règlement. Hein. Tous ceux qui sont encore, tous ceux dont j'ai parlé, là, ceux qui sont conformes directives et qui profitent de la période de grâce n'ont pas l'obligation de fournir la carte d'implant. Par contre, elle est obligatoire pour tous les dispositifs médicaux règlement et qui sont donc implantables. Et certains accompagnent quand même les dispositifs directifs de cette carte en amont, mais ils n'en ont pas l'obligation. Hein. C'est obligatoire pour tous les dispositifs règlement. Et l'obligation, vous, de la remettre, c'est dès lors qu'elle existe pour un dispositif règlement, vous avez déjà l'obligation de la remettre.
Mais là aussi, on attend quelques éclaircissements de la part de la DGOS et de la DGS, hein, puisque c'est les deux instances qui s'occupent de ce sujet. Vous avez bien sûr vu la publication de l'arrêté sur le circuit de sécurisation du dispositif médical et le système de management de la qualité dans les établissements, qui aborde ces sujets, mais il y a encore des précisions à venir sur le périmètre de traçabilité, sur la façon dont toutes ces choses-là se passent. Très bien, merci. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, n'hésitez pas, je reste aussi disponible par mail si vous avez des questions qui vous viennent par la suite. Je pourrais toujours me remettre en relation avec le SNITEM pour avoir bien des réponses bien précises. J'espère que vous avez pu tous accéder au formulaire en ligne. Je vous ferai un retour sur ces journées. Et donc, toutes ces présentations seront mises sur le site internet des matériaux-vigilance et réactovigilance régionale. Donc, voilà, je tiens vraiment encore à remercier, merci beaucoup, Cécile Vaugelade, pour cette présentation, pour le temps accordé. J'espère que ça vous a apporté de l'info. Oui, c'est très important, je pense, et je pense que plus on en parle, plus on retient des choses, et à chaque fois, on commence vraiment à pouvoir bien comprendre ce nouveau règlement, donc d'où l'importance de votre présentation. Je vous remercie encore, je vous remercie à tous pour votre présence et votre implication aussi. Donc, on se retrouve pour ceux qui sont concernés cet après-midi pour la réactovigilance de 16h à 17h. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec le nouveau règlement DMDIV. Et ensuite, on se retrouve pour les autres pendant toute la semaine pour les autres thématiques. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Au revoir, merci. Bonne journée à tous. Au revoir.